Merci, mesdames, messieurs la presse, d'être venus nombreux à cette conférence. Je vais être le plus bref possible dans mon introduction pour vous permettre de poser le maximum de questions de manière à ce qu'on aborde les maximum des questions qui concernent l'actualité de mon pays, la République démocratique du Congo. En guise de commentaires par rapport au processus proprement dit, je voudrais dire que l'enjeu aujourd'hui, les sujets aujourd'hui, ce n'est plus la validation ou l'invalidation des candidats. Ce n'est pas ça l'enjeu. Vous vous souviendrez qu'à quelques minutes, à quelques heures de la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle, les candidats de l'opposition ont fait une déclaration à travers laquelle ils ont prévenu qu'ils allaient continuer leur liste, quels que soient les candidats qui seront validés ou invalidés, parce que l'essentiel pour nous, c'est le processus en lui-même. C'est pourquoi j'ai dit les sujets. L'enjeu, ce n'est pas la validation ou l'invalidation de tel ou tel candidat. Moi-même, j'ai été invalidé. Je n'ai pas d'assurance que je serai validé par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas ça la problématique pour moi. La problématique, c'est le processus. Et s'il reste en l'état, le 23 décembre 2018, Kabila sera toujours au pouvoir. Après le 23 décembre 2018, il sera toujours au pouvoir, directement ou indirectement. Indirectement à travers son dauphin, M. Chadari. Et parce que si le 23 décembre il organise les élections, ce ne sera que parce qu'il sera sûr de les gagner. Grâce à la fraude, à travers la machine à voter. Grâce à la fraude, à travers le fichier qui comprend plus ou moins 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale. Mais aussi à travers l'exclusion des candidats qui comptent. C'est pourquoi notre objectif, c'est les processus. La question qui se pose aujourd'hui par rapport à ces processus, et puisque tel qu'il est et tel qu'il continue, s'il doit continuer, Kabila va rester au pouvoir, comme je l'ai dit, parce qu'il ne pourra les organiser, ces élections, que s'il est sûr de les frauder. Et comme je l'ai dit aussi, il sera là à travers son candidat. L'opposition, ou du moins la partie de l'opposition qui se sera choisie, aura le choix de l'accompagner pour qu'il ait un faire-valoir. Ou alors, de les boycotter. Là encore, on aura construit un boulevard pour lui. Ça, c'est la première possibilité pour Kabila de rester au pouvoir indirectement. La deuxième possibilité, c'est de ne pas organiser les élections, comme c'est probablement le cas du fait des contraintes qu'il ne veut pas lever, à savoir les financements, à travers les contraintes logistiques dont il ne veut pas de l'appui quant à la communauté internationale qui propose. Aussi bien la communauté internationale de manière générale, mais que le pays de la région. Là encore, il n'aura pas organisé les élections et il va se maintenir au pouvoir parce qu'il aura négocié de l'entretemps. Donc, à travers le dialogue, encore un dialogue qui sera sous son contrôle et dont il va dicter le tempo. La question est de savoir, faut-il permettre à Kabila d'avoir le contrôle et à lui seul le contrôle du processus électoral? Que non. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative, dans la perspective de ce que nous avons signé comme accord en tant que candidat de l'opposition, de consulter les amis, les pairs qui sont ici en Europe, et j'ai déjà commencé, pour qu'ensemble on réfléchisse à la stratégie qui nous permette d'obtenir et l'accompagnement de la communauté internationale et l'accompagnement des pays de la région, mais aussi l'accompagnement du peuple lui-même. Ça, c'est pour un front qui nous permet d'avoir des élections et des élections aussi bien démocratiques qui excluent la machine à voter et qui permettent de corriger les fichiers, mais aussi qui nous permet d'obtenir l'inclusivité. Le deuxième front, c'est celui de commencer à réfléchir dès maintenant au programme commun. Programme commun de la coalition qui devrait être la nôtre, mais aussi vision commune pour le candidat président de la République. Parce que, comme vous le savez, la RDC a
un régime politique qui veut que nous ayons deux têtes de l'exécutif. Le président de la République, qui est le garant du fonctionnement des institutions, le gouvernement à travers le Premier ministre qui élabore, prépare et soumet au Parlement, une fois avalisé, les programmes et l'exécutif, et pour l'exécuter. C'est en cela que le chef de l'État, comme garant du fonctionnement des institutions, n'est pas responsable politiquement. C'est le chef du gouvernement et le gouvernement qui sont responsables de la politique, de la gestion au quotidien de la République. Ce qui fait que les programmes ne doivent pas être celui du chef de l'État, en ce que lui n'a pour prérogative. Évidemment, il a des domaines de compétences, notamment la défense, la sécurité intérieure, la justice, mais aussi la diplomatie. Ce qui lui est demandé, c'est d'éditer une vision que le gouvernement met en application. Mais l'initiative, la préparation du programme relève du gouvernement, qui implique le chef de l'État tout simplement en sollicitant sa collaboration. Nous sommes un peu un système comme à la française, mais aussi comme à la belge, en ce que notre roi, notre chef de l'État est plus ou moins inactif, sauf pour ces 3 ou 4 domaines qui relèvent de sa compétence où il a prééminence, mais le gouvernement, c'est celui, plutôt les programmes, c'est celui du gouvernement. Je dis bien du gouvernement en ce que le président de la République est irresponsable et que c'est le gouvernement qui élabore le programme du gouvernement et l'exécute, mais il élabore en collaboration avec le chef de l'État. Donc il y a un front qui doit commencer à réfléchir pour une mise en commun d'une vision du chef de l'État, parce qu'il nous en faudra un comme candidat, mais aussi un programme de la coalition, celle des partis dont les candidats présidents de la République sont les chefs de file. Et donc nous avons commencé nos échanges. Je ferai le même effort, la même démarche à l'intérieur du pays vis-à-vis des autres candidats, validés ou non. Parce que je considère que par rapport à notre objectif, c'est lui d'avoir des élections transparentes, inclusives, démocratiques. C'est un front qui concerne tout le monde. Il est possible que les candidats qui ont été validés soient amenés à considérer que la lutte est plus ou moins est gagnée, que non, de mon point de vue. Dans la mesure où ce que le président Kabila a fait n'a fait que nous séparer, nous diviser, pour mieux nous abattre les uns après les autres. Parce que je ne vois pas un seul candidat de ceux qui sont validés, et c'est valable y compris pour nous aussi, gagner et gagner seul. Donc on a besoin, face à un candidat unique du camp présidentiel, que nous ayons aussi un candidat unique, mais qui suppose qu'il ne s'agira pas du choix d'une personne, et qui devra remplacer une autre personne à la tête du pays, à savoir M. Kabila. Il s'agira d'une politique qui va remplacer la politique de M. Kabila, qui aujourd'hui a montré ses limites. C'est dans la perspective donc de ces deux fronts pour faire pression et obtenir de bonnes élections transparentes, exclusives, démocratiques, mais aussi pour les gagner une fois la perspective des élections venait à se dessiner, pour qu'on les gagne et qu'on les gagne sur fond d'une vision, d'un projet qui présuppose aussi que nous nous mettions d'accord sur ce que moi j'appelle, fort de mon expérience de gouvernance les années antérieures, ce que j'appelle les contrats de gouvernance. Je crois que dans les discussions, je pourrais en dire un mot. Je suis à votre disposition, donc je ne vais pas être long. Je voudrais plutôt m'exprimer sur la base de vos questions. Ça me permet de mieux cibler les questions qui vous intéressent en tant que relais de la communauté, tant nationale qu'internationale. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Vous saviez très bien que Antoine Gizenga était déjà en retraite. Vous saviez très bien que vous alliez poser votre candidature. Mais pourquoi avez-vous pas eu le courage de créer un mouvement comme Macron en France? C'est ça ma première question. Et ma deuxième question, c'est on voit un rapprochement des candidats invalidés. On voit vous, les autres, Katumbi, Bemba, jusqu'où va aller ce front? Bon, puisque je suis allé, j'ai présenté ma candidature sous les couleurs du Nouvel Élan, sur fond du soutien et de l'investiture
de l'UREP, du PPA, de l'AA et de l'Université populaire. Vous me reprochez peut-être de l'avoir fait un peu tard, parce que j'étais de bonne foi et je pensais qu'il fallait épuiser la possibilité au sein du parti pour mon investiture. Et donc, j'ai toujours répété, je crois qu'on en a discuté la fois dernière, j'ai dit que le peuple n'est pas dans le parti politique. En termes électoraux, le parti pèse 3%, mon parti, avec 17 députés sur 500 au sein du Parlement. C'est plus ou moins la même chose avec les autres partis. Le PPRD ne pèse que 12%. Donc voilà, le Congo est conduit par ce que j'appelle un borgne, parce que les Congolais sont aveugles sur le plan strictement politique. Et donc, la masse critique, du point de vue politique proprement dit, n'est pas dans les partis politiques. Les principaux partis politiques mis ensemble ne pèsent que 44% de l'électorat au minimum des élections présidentielles. Donc, à travers le Parlement, vous voyez que les partis, les principaux, n'ont pas la majorité. Ce sont les petits partis, les indépendants, qui constituent 6% de l'électorat. Et donc, la masse critique est en dehors des partis politiques. Je ne me laisse pas impressionner par le parti politique, même si c'est un noyau nécessaire. Mais je crois que par rapport à l'électorat, il y a moyen de miser sur la société civile pour gagner les élections dans notre pays. Donc, à ce titre-là, je considère que mon mouvement nouvel est là et les partis qui nous soutiennent ainsi que l'Université populaire peut nous porter vers la victoire, mais en connexion avec les autres forces politiques. C'est pourquoi nous travaillons à cette unité de l'opposition, mais qui passe par un programme commun. Maintenant, vous demandez comment un candidat invalidé va chez les candidats tout aussi invalidés ainsi que ceux qui ne sont pas validés. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a deux fronts. Le front qui, pour moi, est essentiel, je dirais même existentiel pour notre démocratie, qui veut qu'on fasse toutes les pressions pour obtenir de la part de la communauté internationale, d'une manière générale, mais particulièrement des pays de la région qui se sentent en insécurité du fait de la crise congolaise. Mais du peuple lui-même aussi, pour qu'on ait des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Ça, c'est l'enjeu pour nous tous, qu'on ait été validé ou invalidé. Parce que pour gagner ces élections, d'abord, il faut qu'elles soient transparentes. C'est pourquoi le deuxième front maintenant, comment ensemble on peut avoir un programme qui nous crédibilise, une offre politique partagée qui nous crédibilise vis-à-vis de l'opinion. Et pour ça, là encore, il faut y travailler pour gagner la majorité présidentielle et donc avoir un candidat commun pour la présidence, mais aussi la majorité parlementaire qui est un autre front. En ce que vous pouvez avoir la majorité présidentielle, et si vous n'avez pas le maximum de députés à travers une majorité parlementaire, vous n'avez pas le gouvernement et vous êtes en situation, dans les scénarios de cohabitation. Le président, il est là, mais la majorité est dans l'autre camp, où vous serez obligé de cohabiter avec toutes les difficultés que cela comporte. Donc un double front, une vision partagée pour un candidat président de la République, avec un contrat de gouvernance. J'insiste beaucoup sur ça, c'est pas spécifiquement important chez nous, mais aussi une majorité parlementaire pour qu'autour d'un programme qu'on demande au peuple de nous donner le maximum de députés pour qu'on forme le gouvernement qui gère la République. Et donc, voilà, et ça, on n'a pas besoin de candidats pour rentrer dans une telle démarche. Parce que j'aurais, dans l'hypothèse où on me retient, on venait à me valider par la Cour constitutionnelle, je peux être éliminé quand on va choisir un candidat, président de la République de l'opposition. Je préfère être extrémiste, prendre une hypothèse diabolique pour vous mettre à l'aise, mais je peux aussi être éliminé par le peuple une fois j'ai franchi le cap du candidat commun et être battu. Donc, nous avons toutes les chances d'accepter à un moment donné d'être ouverts avec les autres. Donc, de par mon électorat, et puisque je l'en ai un, très grand, je peux faire gagner les candidats qui auront été choisis par l'opposition et peser sur l'échiquier et prendre l'une ou l'autre institution. Parce qu'il ne suffit pas d'être président de la République, on a besoin d'un allié, d'abord pour le devenir. Pour un Congo où il faut être à plusieurs pour gagner, au Congo on ne gagne jamais seul, l'expérience du président Kabila est là, alors qu'il avait 200, 300, 300 de partis politiques dans le cadre de l'AMP, il a dû faire alliance par la suite avec le PALU pour gagner. En 2011, c'était la même chose. Il a dû faire alliance avec nous et beaucoup d'autres forces politiques pour gagner les élections. Donc, ce sera le cas pour nous, les opposants. Il nous faut faire alliance. Et cette alliance, on en a besoin
de la part de tous ceux qui peuvent avoir un électorat, pas nécessairement de ceux qui sont préalablement candidats députés, plutôt candidats président de la République. Voilà l'intérêt de la démarche pour ces doubles fronts, front pour de bonnes élections, mais aussi front pour qu'on gagne à travers un bon programme de gouvernement qu'il faut commencer à discuter dès maintenant. François Misser, donc je représente le journal allemand Tageszeitung. Une petite question de rappel. Donc, la CENI a validé votre candidature. Qu'est-ce qu'elle a allégué? Et vous, qu'est-ce que vous répondez à cette allégation? Ensuite, le Congo est un enjeu important, y compris pour tous ses voisins. Qu'est-ce que vous savez, vous qui avez des contacts un peu partout, et notamment en Afrique, du positionnement du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola, qui ont une certaine influence, qu'on le veuille ou non, dans votre pays? Merci. Par rapport à la première question, la CENI a allégué qu'il y aurait conflit d'intérêts entre moi et le parti Lumumbis unifié. Et ils disent que le parti Lumumbis unifié aurait écrit ou a écrit pour dire que je suis ou que j'étais encore plutôt militant du parti Lumumbis unifié. Ce n'est pas sincère comme allégation parce que dans mon dossier, non seulement j'ai indiqué que j'avais démissionné en annexant l'acte de démission, mais aussi et surtout j'ai été présenté et investi par un parti différent du parti Lumumbis unifié. Cela apparaît d'ailleurs dans leurs feuilles d'observation. Je suis plutôt un candidat investi par l'UREP, Unis pour la République. Déjà, sur la même feuille d'observation, ils reprennent, pour ce qui est du sigle et du PALU, plutôt pour Gizenga, ils indiquent candidat investi par les PALU et alliés. Ensuite, ils indiquent pour Mozito, candidat investi par l'UREP. Mais dans la feuille, plutôt dans la colonne d'observation, ils disent qu'il y a conflit d'intérêt entre Mozito et les PALU. C'est déjà une contradiction à l'intérieur de leurs propres observations. Donc, tout est clair que la CENI est un instrument du pouvoir de Kabila. Ils ont reçu l'ordre d'invalider ma candidature. Donc, les conflits n'ont pas de raison d'être parce que j'ai démissionné en bonne et due forme du parti Lumumbis unifié les 4 avant de déposer ma candidature le 8. Mais aussi, eux-mêmes ont pris acte de ce que je n'étais pas investi par le PALU, ma candidature. Elle a été plutôt par l'UREP et que le PALU aussi, plutôt le candidat Gizenga était investi par PALU et Alir. Encore que, quand ils formulent leur plainte contre moi, ils écrivent comme PALU. Or, le PALU n'est pas un sujet de droit et du point de vue électoral. En principe, la plainte ne devait pas être légible, reçue, et elle devait plutôt être rejetée et considérée comme irrécevable parce qu'il n'y a que PALU allié qui peut entrer en contact avec la CENI. Ils n'en ont pas tenu compte. Deuxièmement, le Congo, vous dites, c'est un enjeu. C'est vrai, un enjeu stratégique. L'attitude des Rwandais, moi, je ne fais pas de reproches aux pays voisins. Le Rwanda, l'Ouganda, aussi longtemps que le Congo ne sera pas un pays en droit, mais surtout des droits. J'insiste sur le terme en droit, c'est un Lumumbis qui parle. Et vous voulez, on débattra de ça. Tant qu'il y aura pour nous n'aurons pas la vraie souveraineté. Le président Kabila s'est dit souverainiste. Pour moi, il n'y a pas de souveraineté pour un pays qui n'a pas sa défense, qui ne peut pas assurer l'intégrité de son territoire sur le plan sécuritaire. Il n'y a pas de souveraineté pour une économie qui n'a pas de vraie monnaie. Il n'y a pas de souveraineté pour un État qui n'est pas en mesure de peser dans les concerts des nations à travers sa diplomatie. Et tant que nous serons faibles, ils viendront prendre illicitement, illégalement, tout ce que nous avons comme ressources. Et parce qu'on est faible sur le plan sécuritaire, on est faible sur le plan diplomatique, on est faible du point de vue économique. Et donc, c'est nous les problèmes. C'est nous les problèmes pour nous-mêmes. Ensuite, les Angolais ils considèrent que nous sommes une source de sécurité pour eux.
En plus que nous avons beaucoup d'opportunités et en commun, on a beaucoup de potentialités sur le plan des ressources naturelles qu'on peut exploiter ensemble et développer nos deux pays pour que notre pays ne soit pas une source d'insécurité pour l'Angola, en ce que nous n'avons presque pas de frontières, ni géographiques, ni linguistiques. Et les Congolais ont tendance d'aller en Angola pour fuir la pauvreté chez eux. Et donc, c'est une source d'insécurité pour eux. En même temps, si chez nous, ça ne marche pas sur le plan sécuritaire, donc il y aura un mouvement migratoire qui pourra créer une crise difficile à combattre. Donc, ils sont intéressés et ils veulent bien que les choses se passent de manière correcte pour qu'on aille vers la stabilité à travers des élections qui soient démocratiques, transparentes et inclusives. Et là-dessus aussi, nous allons nous battre pour obtenir leur soutien, pour qu'il en soit ainsi. Nous nous appuierons et sur eux et sur le peuple. Donc l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda sont une opportunité en même temps qu'ils peuvent se révéler être une source d'insécurité, d'instabilité. Si nous-mêmes, nous ne nous organisons pas pour défendre notre patrie et nos intérêts. Quand j'étais au gouvernement comme chef de la coalition d'alors, chef du gouvernement, je n'étais pas un homme de discours, j'étais un homme d'action. Vous savez, notre pays et notre peuple ont un retard presque séculaire, sinon plus, sur le plan du développement, sur le plan de l'économie, sur le plan même de la gestion, sur le plan politique et institutionnel. Ce n'est pas lors d'un mandat qu'on atteint le plein emploi, ou si vous voulez, qu'on peut réaliser toutes les attentes du peuple. S'il vous faut 58 000 km de routes à construire, c'est les tracés colonial, 58 000 km de routes pour obtenir d'intérêt national et provincial, pour obtenir la fluidité. Aujourd'hui, on n'a que 3 000. Il faut donc 35 000 km à construire. On ne peut pas le faire en un quinquennat. Mais les Congolais, son attente, c'est de voir que la route passe dans chaque village. Et tous les villages, nous avons 145 territoires, 45 villes. Le chômage aujourd'hui, nous avons 90 millions d'habitants, plus ou moins 50 millions. C'est la population active, donc encline à travailler, à l'âge de travailler. Mais malheureusement, il n'y a que 10 millions en moyenne. Et les statistiques sont discutables parce qu'on n'a pas d'instrument fiable à ces propos. C'est l'ordre de grandeur. 10 millions, c'est-à-dire plus ou moins 20%. Les 80% ne travaillent pas. Pour le peuple, l'attente, c'est trouver du travail. Non seulement aux 40 millions qui restent, mais aussi aux 10 millions qui s'ajoutent en 5 ans. Parce qu'en moyenne, c'est 2 millions de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Parce qu'on a un taux de croissance naturel d'autant plus grand que finalement, ceux qui passent de 14 à 15, 16 ans et rentrent dans la population active, c'est plus ou moins 1 million, 2 millions. Pour inverser la courbe, il faut créer 1 million, 2 millions d'emplois chaque année pour arrêter l'augmentation du chômage. Ce sont des défis qu'un gouvernement, à travers un quinquennat, ne peut pas atteindre. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai réalisé plus ou moins les 80% des objectifs qui auront été le mien parce que j'étais un gouvernement des missions. Mais c'est largement en deçà des attentes. Que le peuple apprécie en disant ben, « c'est pas grand-chose », je comprendrais, mais qu'un intellectuel qui sait quels sont les objectifs, c'est par rapport aux objectifs qu'on évalue les résultats et par rapport au temps qui vous est imparti et aux moyens à votre disposition. Vous connaissez le budget de votre pays? Je présume que non. Et donc, j'ai obtenu l'annulation de la dette. Pendant tout mon quinquennat, il y a eu stabilité de la monnaie. C'est 4 milliards. Pardon? Les budgets. Oui, c'est 4 milliards. Qu'est-ce que vous faites avec 4 milliards? La Belgique est autour de 200 milliards hein, pour 10 millions d'habitants ou 11. Vous voyez? Je sais qu'il y a des candidats députés qui vous ont, plutôt candidats présidents qui vous ont promis un budget de 100 milliards de dollars. Je me pose la question, quel est le cadre macroéconomique des références? Comment ils pourront partir de 4 milliards, je sais pas, d'une année à une autre pour atteindre 100 milliards l'année suivante? C'est ça le problème. C'est dans cette ambiance que vous vivez. C'est ça que vous mangez comme nourriture politique. Et donc, j'ai dit, je n'ai pas eu un discours mielleux, parce que je n'en avais pas eu. J'étais plutôt dans l'action. Et après, j'ai changé d'attitude. D'ailleurs, mes tribunes ne portent que sur la critique par rapport à cette gouvernance en ce qu'elle est sortie de la ligne. Quelle est la ligne essentielle? 1, où transformer les entreprises publiques qui aujourd'hui plombent l'économie. Ouvrir les pays à la société financière internationale, c'était un préalable, y compris pour qu'on obtienne l'annulation de la dette. Mais aussi qu'on ait des appuis budgétaires, des appuis à la balance des paiements. Quelles sont nos ressources en termes de devises en moyenne par année
presque rien. Donc, pour un pays qui consomme ce qu'il ne produit pas, il produit ce qu'il ne consomme pas, donc on est tributaire de la conjoncture internationale. Pour cela, pour se sécuriser, on a besoin de travailler avec les systèmes à travers les FMI et la Banque mondiale, et pour des réformes, et pour les soutiens nécessaires quand on a respecté les réformes. C'est grâce à cette vision-là et que je voudrais voir s'implanter dans notre pays, l'ouverture sur les restes du monde en général, mais en particulier sur la communauté financière internationale. C'est grâce à ça que j'ai réussi, je le dis avec fierté. Et j'ai toujours demandé un débat à ces propos, chiffre contre chiffre, pour montrer qu'est-ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai laissé par conséquent, les autres qu'est-ce qu'ils ont trouvé et qu'est-ce qu'ils ont laissé. Et donc, si nous rentrons par rapport aux objectifs, au temps imparti à mon gouvernement, aux moyens disponibles, c'est-à-dire l'existant au moment où je commence, je crois que ce que j'ai fait, jamais on l'a fait dans notre pays et il faudra attendre longtemps qu'on le fasse, sauf si on venait à ces options que je propose. La deuxième question? La CENI, depuis quand elle est sous La la CENI. botte de Kabila? Oui, la CENI est sous la botte de Kabila depuis très longtemps, sauf qu'à notre époque, sauf qu'avec Malou Malou, les choses étaient différentes. Les pouvoirs ayant pris goût, s'étant consolidés plus ou moins, ils ont pensé que pour garder le pouvoir, et tout simplement parce qu'ils sont devenus de plus en plus impopulaires, il n'y a pour moyen que d'organiser la fraude systématiquement et de mettre la CENI sous ses bottes. Elle n'en avait pas autant besoin à l'époque que maintenant. Aujourd'hui, s'il y a élection, c'est pour qu'on les fraude. Il n'y aura jamais élection sans perspective de fraude de la part du pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons aux élections dans ces conditions actuelles, avec les processus, toutes choses égales par ailleurs. S'il y a élection, c'est pour qu'on fraude. Et l'opposition, du moins la partie qui va le vouloir, soit qu'elle va à l'abattoir, quitte à ce qu'à un moment donné, elle négocie pour avoir un second rôle, dans le cadre d'un gouvernement, Premier ministre, président de l'Assemblée, pour appliquer les mêmes politiques qui ont échoué, et elle en mourra. Soit qu'elle boycotte les élections qu'on aura laissé faire, et encore là aussi, ce sera un boulevard pour le régime de Kabila. Ou alors accepter d'aller au dialogue avec Kabila, pour que, puisque c'est lui qui en aura l'initiative, qu'il perpétue son pouvoir, en partageant non pas les pouvoirs, mais les postes politiques. Et donc, pour revenir à votre question, j'ai dit que la CENI est sous les bottes du président Kabila. Vous savez, vers les années 90, il y a eu un mouvement qu'on a appelé les 13 parlementaires. Ils font partie, ils étaient même du MPR. Encore que nous qui nous disons alternative, on n'a jamais été du PPRD ni de l'AMP. Mais n'empêche que, parce qu'ils ont apporté la contradiction, qu'il y a eu un début du changement, parce qu'ils sont venus se joindre à la lutte que menait déjà les Lumumbistes depuis 60. Et ça grossit les rangs. Le peuple s'est emparé et s'est approprié du processus et a porté la revendication. Donc c'est souvent les architectes, si nous en sommes un, de l'ancien régime qui apporte de l'intérieur, mais ensuite de l'extérieur, la contradiction pour éveiller la population, éveiller les consciences. Donc tu ne peux pas rejeter la lutte des 13 parlementaires en ce qu'ils étaient les architectes, sinon les maîtres d'ouvrage de l'ancien régime. Ça, c'est le premier volet de la réponse. Mais maintenant, moi, je m'identifie, autant je reconnais avoir participé à ces régimes. Je ne l'ai pas soutenu pour lui-même. Je l'ai soutenu parce qu'il fallait trouver une alternative, apporter chacun de l'eau à sa pierre. Et je dis, et l'histoire rendra compte, ou rend déjà compte, que notre entrée au gouvernement en 2006-2007 a apporté ce que jamais le pays n'a connu auparavant, et même après. Nous entrons au gouvernement que nous dirigeons, on passe d'un budget de 800 millions de dollars, j'insiste, de 800 millions de dollars à 1,6 milliard l'année suivante. On a donc doublé. Nous trouvons comme réserve de change 90 millions de dollars. Quand nous quittons le gouvernement, on laisse 1,7 milliard 100 millions. Gouvernement Muzito qui a relayé le gouvernement Gizenga. Les budgets, quand nous partons, nous les laissons à 3,5 milliards. C'est-à-dire on a quadruplé. Les salaires de médecins, nous l'avons trouvé à 300 dollars, on l'a amené à 1,5 million. Les professeurs d'université, 200 millions, on l'a amené à 2 000 dollars.
Les fonctionnaires, il était à 23 $, nous l'avons amené à 100 $. Ainsi de suite. On obtient l'annulation de la dette. De quelle manière? Nous qui étions qualifiés de communistes, nous étions les plus ouverts au système financier international en ce que nous nous sentions l'obligation en tant qu'État de rembourser l'argent d'autrui. On s'est mis à rembourser. Vous savez ce que ça représente en termes de coûts comme charge de la dette. Mais on a été d'autant plus régulier en la matière qu'à chaque fois, les FMI nous récompensaient par des appuis budgétaires. On a eu 6 revues concluantes. Jamais dans l'histoire on l'a connu. Nous avons obtenu que la communauté financière internationale, à travers les FMI et la Banque mondiale, donne caution qu'on s'est réendette après l'annulation de la dette. Parce que nous avions une dette de 14 milliards, on a obtenu des partenaires bilatéraux, subsidiairement multilatéraux, l'annulation de la dette jusqu'à 5 milliards de $. Donc, on a obtenu l'annulation de 9 milliards parce qu'on a été discipliné. Ce n'est pas une discipline, j'allais dire, des soumissions, mais une discipline liée au principe de droit pour être finalement éligible et fréquentable. C'est ce qui a permis que nous qui étions un pays très pauvre et très endetté, on était devenu un pays très pauvre mais non endetté. Je regrette que le président Kabila n'ait pas profité de ça pour réendetter le pays, pour financer les infrastructures, mais aussi pour financer des projets productifs capables de rembourser, mais à des conditions concessionnelles qui permettaient que le pays crée la richesse. Nous regrettons qu'après qu'on ait obtenu cette annulation, le président Kabila profite des économies du service de la dette et ferme la porte à la communauté internationale, alors qu'elle ne nous avait pas désendettés pour qu'on reste vierge, mais pour qu'on s'endette cette fois-là pour financer les infrastructures. Vous voyez la Belgique, là où vous êtes, ils ont une dette égale à leur PIB. C'est plus ou moins 500 milliards de $ de PIB et la dette, c'est équivalent. Le Belge que vous voyez est très endetté, mais riche et très endetté, avec un revenu moyen par an de 50 000 $, mais une dette équivalente. Sauf que la dette, on ne la paye pas, on la paye progressivement, avec des annuités. Mais les Congolais est sous-endettés, mais pauvres, il faut choisir. Très endettés, mais riches, en ce que grâce à la dette, vous financez les infrastructures, qui vous permet d'augmenter votre richesse et qui vous permet aussi, en augmentant la richesse, d'améliorer votre production, qui vous permet de rembourser les budgets de l'État consécutifs à ces PIB étant le levier pour rembourser cette dette-là. Et donc, voilà un peu les réalisations qui auront été les nôtres et qui nous permet aujourd'hui de rebondir avec un niveau d'endettement qui peut aller jusqu'à... Aujourd'hui, parce que le PIB est à 50 milliards de $, on peut aller jusqu'à 30 milliards de dettes pour financer les infrastructures qui feront que le Congo soit un État et un pays, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Donc, mon cher ami, vous attendez l'histoire, elle vous rendra compte pour vous dire que nous, ce qu'on a fait, malheureusement, on n'en a pas profité par le gouvernement qui a succédé, qui est entré dans un souverainisme anachronique pour en fait justifier leur volonté de gérer dans l'opacité et de ne devoir rendre compte à personne. En réalité, c'est cela la stratégie. Et donc, ce qu'on a fait, on en est très très fiers, mais seulement, je suis d'accord avec vous, que c'est loin d'être perceptible par rapport aux attentes incommensurables pour un peuple qui a un retard de plus d'1 siècle. Et donc, de votre part, pour peu que vous lisiez sans état d'âme les statistiques et les révolutions, vous vous rendrez compte et vous devriez même à la limite être fier pour dire que le Congo est quand même capable de bondir et de rebondir. Donc, en un mot, je suis d'accord pour un pays qui est né en faillite, si je parle en présence des Belges. On n'en est pas encore sorti, mais on a commencé la courbe ascendante. Et malheureusement que le gouvernement Kabila a commencé à s'aborder parce qu'on est parti d'un taux de croissance qui approchait les 2 chiffres. Aujourd'hui, un taux de croissance de 4%. Après qu'avec ces gouvernements, on ait perdu plus ou moins 50% du pouvoir d'achat de la monnaie nationale. Donc, c'est vrai, en tant que nomenclature, on doit rendre compte, mais le plus important pour ce qui nous concerne, c'est de montrer qu'il y a une autre voie que celle-là et que le pays peut commencer à reprendre, comme on l'a fait, la courbe ascendante, mais ça demandera beaucoup de temps, beaucoup de travail pour qu'on normalise la situation, qu'on atteigne les niveaux des autres pays africains qui sont pauvres comme nous, à la différence que nous, on est des sous-pauvres parce qu'on vit avec moins de 2 $ par jour. Si vous pouviez avoir le courage, vous,
de ne pas être calculateur, de pouvoir annoncer le candidat que vous pourriez soutenir sans calcul, aujourd'hui par exemple? J'irai vers un candidat qui va me convaincre par rapport à sa vision. Ça suppose un débat, mais un débat qui n'est pas dans une salle, entre nous, non, un débat public. Ça suppose que chacun aura exhibé son offre politique et électorale dans le peuple. Ici, les clivages sont très faciles. Quand un homme de gauche radicale soutient un homme de gauche centriste, par exemple, c'est sur fond, s'il les soutient, c'est sur fond d'un accord qui passe par le fait qu'il renonce à tel ou tel volet de son programme et exige que tel autre soit assumé par celui qu'il choisit. C'est à cette condition seulement que son électorat peut se reporter sur la candidature qu'il aura choisie. Et donc, nous devons chacun avoir une politique, publiquement énoncer, vendre ces programmes publics, pour que nos électorats respectifs retrouvent l'unité et une communauté à travers celui qui va assumer la synthèse. C'est très important pour moi. Mais aussi un contrat de gouvernance. Il faut qu'on se mette d'accord sur une espèce de profession de foi pour les candidats présidents de la République. Qu'est-ce qu'ils doivent respecter? Parce qu'au Congo, la légitimité du président de la République, je dis bien la légitimité, dès qu'il est lui-même avec 30%, il a la légalité totale. Mais sa légitimité est partagée à travers 3, 4, 5 candidats qui auront à travers leurs électorats respectifs qui sont généralement communautaristes. Moi, je pense de ceux qui font exception, parce qu'au-delà de ma communauté, j'allais dire linguistique ou tribale, j'ai quand même un électorat national là, pour certaines catégories sociales. Peut-être qu'on aura du temps d'en parler. Et donc, il faut que ces candidats qui aient une légitimité partagée à travers 3, 4, 5 leaders, 3, 4 partis politiques, se sentent l'obligation, reconnaissent qu'ils doivent respecter ses partenaires à chaque fois qu'ils lèvent l'option d'une réforme, sauf pour des réformes qui auront été arrêtées ensemble, et qu'ils doivent consulter sa base, que nous sommes, que nous serons, si ce n'est pas moi. Et donc, par exemple, respecter les parlements, je l'ai dit. Respecter les principes, c'est que la diplomatie doit être pas une diplomatie des clientèles politiques ou de ses frères, c'est une diplomatie des professionnels, de cadres, des gens de carrière. Que l'armée, ce ne sera pas une armée tribale, que ce sera une armée républicaine. Que les nominations, la grande option politique que nous aurons arrêtée, notamment, quel rôle de l'État dans l'économie? Est-ce que c'est un État paternaliste, un État impuissant, ou c'est un État qui n'intervient que par principe de subsidiarité en ce que l'activité productive relève du secteur privé? Ça suppose qu'on lève l'option sur les entreprises actuelles qui plombent l'économie, les entreprises publiques. Voilà toutes ces questions sur lesquelles, en termes de vision, nous nous conviendrons. Et uniquement sur cette base que je choisirai, c'est lui qui aura, sur fond d'un programme qu'on aura partagé et discuté, qui sera le meilleur à porter ce programme. Étant donné que ce pouvoir, c'est vrai qu'il est le président, c'est celui qui garantit les fonctionnements, mais il y a d'autres institutions dans lesquelles je pourrais jouer un rôle. Ce sera un des gages pour être sûr que le président, en collaboration avec le Premier ministre et le Parlement, ils géreront le pays de telle manière ou de telle autre. Donc, pour moi, pas question d'un individu avant qu'on se soit mis d'accord sur un programme. Monsieur Mouzito, je vais d'abord vous rappeler, en Lingala, vous aviez ma dette. Il y a 2 ans, vous étiez ici en Belgique, si vous vous souvenez. Je vous ai posé 3 questions. Vous n'avez répondu à aucune. Maintenant, vous m'avez. Je me souviens partout jusqu'à ce que vous allez répondre à mes questions. Je suis très sérieux parce que vous êtes très fort en théorie. Je le sens. Mais il y a un domaine, chaque fois qu'on touche, vous ne donnez aucun détail, vous semblez ne pas répondre. Qui vous fait plus peur? Kabila ou Kagabi? Parce que vous n'aimez pas parler de la sécurité. Vous n'aimez pas parler de l'influence du Rwanda négative sur le plan sécuritaire. Vous fuyez toujours. Il existe dans la présidence rwandaise un bureau qui s'appelle Office of Congo. Vous étiez Premier ministre du Congo. Je vous avais demandé, est-ce que vous le saviez? Vous m'aviez dit non, moi, si j'avais des détails que je vous donne. Ça, c'est votre parole. Est-ce que cette réponse peut venir d'un Premier ministre? Parce que, je vous le dis ici, il y a un politicien belge ici, une certaine dame Maria Rena, qui l'a aussi relayé
dans certaines conférences. Monsieur Mouzito, tout ce que vous allez donner comme théorie, vous savez très bien que s'il n'y a pas de sécurité, rien ne va se passer. Vous savez aussi que vous avez un sérieux problème des mercenaires en RDC. Mais vous n'avez jamais parlé de l'influence négative de Kagame et de tous ces officiers rwandais que nous avons chez nous. Vous le savez, l'autre est à ces pays, mais vous savez que celui qui était votre président aussi, il y a toutes les preuves, on fouille et je fouille, qu'il est passé par, comment j'ai dit, le parti de Kagame. Et ça, ce sont des dossiers qui sont très sensibles pour le Congolais. Et vous semblez fuir, vous n'aimez pas condamner les pays voisins. Monsieur Mouzito, pourquoi? Oui, merci. Je ne tomberai pas dans le piège de l'émotion. Peut-être que vous voulez que j'ai la même émotion légitime que vous avez pour que vous me trouviez solidaire en tant que compatriote. J'ai parlé abondamment de la sécurité tout à l'heure en disant c'est nous les problèmes d'abord. Ce n'est pas eux, c'est nous qui sommes faibles. Vous connaissez le budget de l'armée? D'abord en partant du budget du pays qu'on tire comme agrégat de la richesse globale. Et répondant à une question de savoir quels sont mes objectifs, je lui dis délibérément que mon premier objectif c'est l'économie, mon deuxième objectif c'est l'économie, mon troisième objectif c'est l'économie, mon quatrième objectif c'est l'économie. Je le dis délibérément. La sécurité c'est une dépense et non pas une production. Si vous avez un bon budget. Mais d'abord, le préalable, c'est qu'il faut être sain, pas de complicité avec ces mondes de la mafia. Pour créer les conditions pour que ce qu'on nous prend frauduleusement, qu'on les prenne officiellement dans un rapport de production, qu'on organise en tant qu'État souverain, ça présuppose des attributs de souveraineté pesés sur l'échiquier international. C'est la diplomatie. Être capable de défendre son territoire et son richesse, c'est l'armée, c'est la sécurité. Il faut des finances et des bonnes finances. Sinon, on se plaindra toujours. Et vous allez attendre de moi, je vous dis, franchement, notre pays, il y a des mercenaires, il y a Kabila, il y a Kagame, et tu veux que je pleurniche comme toi? Légitimement, mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de mes responsabilités face à ces défis. Quoi, j'ai dit, les problèmes, ce n'est pas eux. Comme dans le règne animal, quand vous êtes petit, on vous bouffe par le grand. Et le grand ne vit qu'en bouffant le petit. Il faut faire en sorte qu'on ne soit pas petit. Et nous avons les potentiels économiques nécessaires pour relever ces défis-là de sécurité, mais en passant par les défis économiques. C'est vrai qu'il faut aller avec le 2. Et moi, je crois que fondamentalement, nous pouvons passer d'un budget de 4,5 milliards aujourd'hui en prévision, je crois que c'est 3,5 en réalisation, à un budget de 10 milliards et mettre 1 milliard dans la défense. C'est ça ma démarche comme responsable. Ce n'est pas pleurnicher, je me suis beaucoup. On peut affirmer aujourd'hui que les résultats sont connus déjà d'avance et que M. Shadari va passer président de la République. Mais quelle stratégie vous mettez en place pour contraindre tous ces éléments? Et puis, deuxième question. Vous avez été député national. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale concernant la double nationalité de nous, Congolais vivant à l'étranger. Merci. Les nationalités, pour ce qui est principalement des Congolais d'origine et qui, en réalité, à l'étranger, n'ont pas de nationalité, mais plutôt des citoyennetés. L'option a déjà été levée pour que le Congolais ait cette nationalité, le pouvoir d'élire et d'avoir... En fait, nous acceptons, le Parlement a levé l'option qu'il y ait ces deux nationalités, pas pour les Congolais d'origine, mais les autres, je crois que les étrangers d'origine peuvent avoir aussi une nationalité congolaise, mais quitte à ce qu'elle soit restreinte, plus ou moins par rapport aux questions, je crois, politiques, à quel échelon il peut être élu, ainsi de suite. Mais ça, c'est des questions dont on pourra débattre. Mais ça suppose un pouvoir démocratique qui va en débattre. Maintenant, pour revenir à la question, quelle est la stratégie pour des élections dont nous sommes sûrs qu'elles seront? Non, je crois avoir déjà abordé cette question. J'ai dit, nous n'accepterons pas la machine à voter. Nous n'accepterons pas les fichiers corrompus. Nous n'accepterons pas l'exclusivité ou la non-inclusivité. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, il faut empêcher que Kabila organise des élections que nous allons, nous et le peuple, boycotter. Il ne faut tout simplement pas que ces élections à boycotter aient lieu. Ou des élections où on a des opposants qui l'accompagnent, quitte à avoir un second rôle.
Nous allons empêcher cela et c'est pourquoi nous convaincrons nos amis dont les candidatures ont été validées. La mienne peut l'être aussi, pourquoi pas, mais nous maintenons ces principes. Il faut tout faire. Il faut obtenir la pression au niveau tant du peuple que de la région et de la sous-région, y compris au niveau de la communauté internationale, pour que les élections qui seront organisées les soient de manière transparente, inclusive et démocratique. La question de la double nationalité. Oui, j'ai déjà répondu en disant que l'option au niveau de la résolution du Parlement a été prise. Mais maintenant, il s'agit d'aller légiférer la prochaine fois. Je crois qu'il faut attendre la prochaine législative. L'option est levée pour les Congolais. Cette peur, cette trouille de ce qui s'est passé à l'époque avec les Rwandais qui étaient venus chez nous et qui ont pris le pouvoir politique alors qu'ils étaient Rwandais et qu'ils n'avaient rien de Congolais, ce qui a créé ces conditions-là. Maintenant, il faut aller vers les deux nationalités. Pourquoi pas? Parce que plus les Congolais ont la citoyenneté dans d'autres pays, mieux ça vaut pour nous. C'est une opportunité, c'est une expertise, des connaissances qu'il faudra exploiter au plan politique, même dans les autres métiers qu'il faut exploiter, une opportunité exploitée. Je crois que vous le savez. Mais maintenant, la question de savoir est-ce qu'on peut avoir des nationalités tout en étant étranger, avoir la nationalité, ça c'est possible aussi, pourquoi pas, quitte à ce qu'on puisse restreindre les droits de ces binationalités étrangers d'origine, mais congolais de citoyenneté. Ça, on peut envisager ça.